Mars-avril 67. C'est dans ce décor qu'une page de l'histoire indonésienne va être définitivement tournée. Le Congrès national du peuple. Convoqué par les militaires, protégé par eux, l'Assemblée suprême de la nation va élire un nouveau président. En réalité, les congressistes ne font qu'entériner une situation de fait. Suharto gouverne depuis 1 an, mais s'il avait tous les pouvoirs, il lui manquait la légalité. Et cela compte dans un pays où l'armée se proclame gardienne des institutions. Ce qui se passe ici, Suharto l'a voulu, longuement préparé. Élu selon les voies constitutionnelles, il règle du même coup le sort de son dangereux prédécesseur. Ce doublé légal, c'est pour lui et l'Indonésie la seule chance d'échapper enfin à l'envoûtement soukarnien, l'unique moyen de tenir en échec les nombreux partisans que conserve le président déchu. Pourtant, le nouvel élu n'a rien de ce qui faisait Sukarno, ni l'incandescence du verbe, ni la puissante démagogie. Son premier discours de président est insipide, presque banal. Ce Napoléon asiatique prêche le retour à une constitution trop longtemps bafouée, rien de plus. Paradoxalement, une telle absence de relief rassure. Fasciné par Sukarno, dépassé par lui, toute une génération d'Indonésiens s'était tue pendant 20 ans. Même l'armée qui triomphe aujourd'hui semblait mystifiée. Ce qui la réveilla, ce furent les étudiants. La déchéance de Sukarno est d'abord leur victoire, et ils y applaudissent. Si les étudiants ont été le fer de lance de l'offensive anti-soukarnienne, il faut remarquer que c'est l'armée qui tenait la lance. C'est de Bandung et de Jakarta qu'est partie la révolte des étudiants. Ces manifestants, dont l'âge moyen ne dépasse pas 20 ans, sont groupés au sein de 2 fédérations qui comptent 400 000 membres. La plus dure rassemble les universitaires, c'est le CAMI. Elle a ses représentants au Congrès national du peuple. À chaque manifestation, l'encadrement a été militaire. L'armée a fourni les camions et l'essence. Elle n'a jamais donné suite aux consignes du palais qui ordonnaient une répression définitive. Cette complicité de la première heure a finalement porté ses fruits. Quand avez-vous commencé réellement de prendre conscience de la nécessité d'une action politique? C'est-à-dire juste après le putsch manqué du Parti communiste. En 1965. En 1900, non pas exactement, mais en 1966, au mois de mars, je crois. C'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé de descendre dans la rue. Oui, c'est ça. Est-ce que vos études ont souffert de ce genre de manifestation? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Expliquez-moi. Parce qu'on ne peut pas suivre régulièrement le cours. Vous avez pris beaucoup de retard, mademoiselle? À peu près
Une demi-heure. 6 mois. 6 mois. 6 mois, oui, environ 6 6 mois. Alors vos prochains examens, quand c'est? Ils sont repoussés maintenant. Oui, ce sera encore le mois de Novembre. Est-ce qu'il est exact qu'on a changé l'année scolaire à cause des manifestations? Oui. C'est une conséquence des manifestations. C'est ça. Oui, c'est ça. Entre nous, est-ce que vous aimez manifester? Non, ce n'est pas notre dada pour faire ça. Mais en tout cas, dans une situation urgente, on est obligé de le faire. C'est ça. Je crois que la manifestation, c'est le moyen le plus efficace pour avoir ce que nous désirons. Ce que vous désirez, essayez, monsieur, de me le définir très exactement. Ce que nous désirons, c'est le rétablissement de la démocratie dans mon pays, dans notre pays, parce qu'à l'époque du pouvoir absolu de l'ancien régime, il y a eu des abus, surtout les malhonnêtetés de la part des dirigeants du pays. Celui qui cristallisait cette absence de morale semble désormais écarté. Pourtant, ce lundi, devant le Palais Blanc de Jakarta, on attend quand même l'hélicoptère qui doit ramener Sukarno du week-end. Mais il ne viendra pas. C'est donc qu'il s'est effectivement passé quelque chose et que l'ordre nouveau est bien en place, quoi qu'il y paraisse. Si on laisse subsister les signes de l'ancien ordre, c'est par habitude. Suharto ne veut rien précipiter. On présente comme un fait politique de première importance sa volonté de ne pas habiter les anciens palais. Ils appartiennent au passé. 46 kilos d'or au sommet d'une colonne de marbre importée d'Italie, ça aussi, c'est le passé soukarnien. Il y a moins de trésors dans les coffres de la Banque nationale, et cela aussi, c'est ce dont héritent les militaires. Sukarno, c'était la démesure. L'argent de ses prêteurs a d'abord servi à exprimer les ambitions de son régime. Doter sa capitale de coûteux symboles, l'entrecouper de voies royales équivalait pour lui à une manière de gouvernement. Résultat, Jakarta présente aujourd'hui le visage d'un chantier où tout s'est arrêté, faute d'argent. Le rêve du Bung rouille dans les moiteurs tropicales. Pendant ce temps, l'Indonésie des multitudes évoluait marginalement. Dans les villes, la vie continue au rythme des conducteurs de Bédjat. Rien qu'à Jakarta, 35 000 pousse-pousse tiennent lieu de taxi. Si l'on avait voulu importer des voitures, il aurait aussi fallu songer à faire de vraies routes. Construite pour 700 000 habitants, la capitale en contient 4,5 millions 22 ans après l'indépendance. Les voleurs y sont plus nombreux que les possibilités d'emploi. Ceux qui ont du travail sont condamnés à des métiers de survie. Leur actualité n'est pas la nôtre. Un même marchand vous vend encore le portrait d'un président à vie qui n'est plus rien et celui d'un président intérimaire qui est tout. Ceux qui vivent l'événement et qui détiennent l'argent sont les Chinois. Il y en a 3 millions. Le commerce est entre leurs mains. Dans l'Indonésie des militaires, la position des Chinois est plus inconfortable que jamais. On les accuse, malgré leur haine de Pékin, d'avoir financé par opportunisme le Parti communiste indonésien. On en veut surtout à leur argent de produire plus de dollars à Singapour que de roupies dans le pays. Aujourd'hui, ils ont peur. Il y a de quoi.
Policiers de l'Ancien Régime et soldats incontrôlés du Nouveau les rançonnent. Un florissant racket sévit dans leur quartier. Pour garantir sa sécurité, le Chinois paye et attend comme si rien ne se passait. Autre îlot privilégié, celui des Occidentaux de passage. À l'hôtel Indonesia, on paye en dollars. 2 bouteilles de bière et 2 sandwichs consommés ici, cela équivaut au salaire mensuel d'un professeur à l'université de Jakarta. C'est plusieurs fois le sachet de paye d'un ouvrier. Et cela ne représente pourtant que 4 dollars. Comme on ne vit pas avec ça, chacun se débrouille. Le désordre soukarnien a condamné toute une nation au système D. La situation économique du pays est évidemment catastrophique. Nous avons une inflation galopante. Pour ce qui concerne les dettes extérieures, nous avons une dette qui monte jusqu'à 2,5 milliards de dollars à peu près. Demikian agar para pengunjung maklum. Terima kasih. Une dette extérieure de 2,5 milliards de dollars et le tableau reste incomplet. Au grand magasin Sarina, c'est le triomphe du vide. Sukarno l'a voulu de 14 étages. 5 seulement fonctionnent. On vient faire ici de l'escalier roulant, faute de pouvoir d'achat. Perhatian untuk seluruh pengunjung toko serba ada Sarina. 3. Dipindahkan. Ce qui est à vendre vient presque exclusivement de l'importation. On regarde ces produits comme des objets de musée. Il est même permis de les toucher. L'inflation, la planche à billets, le sous-équipement industriel du pays font que même avec le système D, 3 Indonésiens sur 4 sont victimes de la paupérisation. La civilisation de consommation, c'est encore un de ces rêves sans soubassement dont Sukarno a jalonné son régime. 46 kilos d'or dominent une nation uniformément pauvre. Cette pauvreté partagée élimine en principe toute lutte de classe. Mais l'échelle indonésienne a quand même son dernier rang, celui de la misère. Au cœur de la capitale, un canal nauséabond. De cette réalité-là, les militaires héritent aussi. Il faudra qu'ils comptent avec elle, car même si la suppression physique du communisme indonésien est un fait, les conditions de sa renaissance continuent d'exister. Que ce soit par la misère, la démographie ou le niveau social extrêmement bas, l'Indonésie se trouve à tout propos confirmée dans sa nature explosive. Même le caractère des gens peut produire les pires surprises. Témoin les massacres qui ont suivi le coup d'État communiste. Le peuple le plus doux de la terre a parfois des réveils à l'image de ces volcans. Rien qu'à Java, on compte 300 volcans qui sont pour une bonne part à la base de la paradoxale richesse du pays. Car l'Indonésie est riche, immensément riche.
Au premier plan des richesses indonésiennes, il y a le riz, puis le caoutchouc, le copra, le coton, le thé, les épices, le bois, le pétrole. Ce sont là les signes d'une nature qui ne compte pas ses prodigalités. Vous plantez un bâton, disent les Indonésiens, l'année d'après vous trouvez un arbre. Les paysans de cette partie d'Asie comptent parmi les plus habiles et les plus travailleurs qui soient. Mais la terre a beau être généreuse, elle soumet malgré tout ceux qui la cultivent à un effort continu. En raison du constant accroissement de population, les surfaces cultivées ne suffisent déjà plus. Il y a 20 ans, l'Indonésie couvrait seule ses besoins en riz. Aujourd'hui, elle importe plus de la moitié de sa consommation. Il faudra donc que le nouveau régime accorde une priorité absolue à l'exploitation des richesses naturelles s'il veut éviter l'échec. Cela veut dire qu'il devra immerger de nouvelles terres pour produire plus. Des barrages comme celui de Jatiluhur, il en faudrait au moins 10 rien qu'à Java. Or, Jatiluhur n'existe qu'à l'exemplaire unique. Construit pour irriguer de nouvelles terraries, il produira ensuite seulement une énergie électrique dont on n'a pas encore l'emploi. Avec une récolte de pluie à l'année, le barrage sera payé en 7 ans. Quel pays au monde offre d'aussi bons placements? Mais les prêteurs, s'ils commencent de réapparaître sous les arcades de l'Indonésia, boudent encore. Ils exigent des garanties politiques. Ils ont des principes aussi. La dénationalisation de certaines plantations ne leur suffit pas. Les anciens propriétaires attendent le versement d'une première annuité au moins pour renouer le fil du développement économique. Or, les caisses sont vides. Les Américains donnent le ton en matière de reprise. Même dans le dos du Vietnam en guerre, une Indonésie désoucarnisée ne leur paraît pas suffisante. Ils délèguent des observateurs pendant que les Japonais signent les premiers contrats. En tête des facteurs capables de rompre le fragile équilibre intérieur, on trouve les étudiants. Même les baptêmes de potache trahissent une extrême politisation. Pour le moment, celle-ci rend service aux militaires. Mais dans une seconde phase, il n'est pas dit que la complicité des militaires et des étudiants subsistera. Ces derniers proclament déjà dans leurs journaux qu'ils n'ont pas atteint pleinement leur but. Ils auraient voulu un épilogue judiciaire à l'épopée soukarnienne, voire une exécution capitale.
ces gardes rouges avant l'heure occupent à Jakarta les locaux du consulat général de Chine populaire qu'ils ont mis à sac. Mais ne confondons pas, ils sont plus à droite que l'armée. Cosmas Batubara, leur porte-parole au Congrès national populaire, exprime clairement ces nuances. Il a 25 ans. Saya kira persoalannya bahwa di dalam perjuangan sekarang memang ada persamaan antara mahasiswa. Il est vrai que dans les conditions actuelles, des similitudes existent entre étudiants et militaires. Mais ceci ne veut pas dire que nous soyons un instrument aux mains de l'armée. Ada persamaan tujuan yaitu ingin menghancurkan Gestapo. Nous avons un objectif commun, l'écrasement du Parti communiste pour rétablir ensemble la démocratie. Antara mahasiswa dengan militer adalah kerjasama karena ada. Mais ceci n'exclut pas de la part des étudiants une reprise de la lutte contre les militaires cette fois, si ceux-ci font des erreurs. Mahasiswa tidak segan-segan untuk mengadakan kontrol dan aksi terhadap mereka. Si les étudiants indonésiens se situent plus à droite que l'armée, il faut dire également que l'armée, et ceci est d'une importance capitale, qu'elle ne cultive guère le pronunciamento malgré certaines apparences. Les militaires indonésiens sont issus du peuple et non d'une caste. L'armée a vu le jour après l'indépendance. Elle est donc trop jeune pour avoir une tradition militariste. De plus, elle représente la seule vraie structure du pays. Aujourd'hui, une Indonésie qui ne serait pas celle des militaires aurait déjà basculé dans le chaos. Mais rien n'est joué pour autant. L'héritage soukarnien est tragiquement lourd. Un ensemble de réalités dont l'analphabétisme n'est pas des moindres grève les conditions d'un nouveau décollage. Bref, à peu de choses près, l'Indonésie souffre de toutes les tares connues des pays en voie de développement. La fin de l'ordre ancien, c'est effectivement une porte ouverte à l'aide de l'Occident, un appel à ses moyens qui n'exclut pas qu'on veuille d'abord rester indonésien. Sur ce point, l'ère soukarnienne n'aura pas été négative. La nation indonésienne existe et c'est Sukarno qui l'a faite. De son piédestal, l'Occident ne reste pas indifférent, quoique pour l'instant il se montre méfiant. L'Indonésie des militaires, c'est 110 millions de nationaux qui seront 250 millions à la fin du siècle. Pour eux, comme pour nous occidentaux, ce qui vient de se passer à Jakarta, c'est une nouvelle aventure qui commence.